Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation des curieux quantiques de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, on a une présentation extrêmement intéressante en cybersécurité pour vous. Euh, Maintenant, cette présentation s'inscrit dans le cadre du projet de Curieux Quantique qu'on a à l'Institut. Et si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à Curieux Quantique, il va y avoir le lien qui va apparaître dans le chat à l'instant. Donc, vous pouvez déjà aller vous inscrire si vous voulez recevoir toutes les informations, connaître tous les webinaires qui s'en viennent et autres activités là, en lien avec Curieux Quantique. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vous le disais, une présentation en cybersécurité post-quantique avec Martin Laforêt, qui est directeur de produits chez Isara. Donc, sans plus tarder, Martin, je te passe la parole et on attend ton départ sur ce webinaire. Oui, merci Justin, merci pour l'introduction. Donc, je vais partir le webinaire. En fait, mon but aujourd'hui n'est pas nécessairement de couvrir tout ce qui a rapport à la cybersécurité post-quantique, mais du moins de parler un peu du contexte. Parce qu'en cybersécurité à l'ère quantique, on ne fait pas vraiment de la technologie quantique comme telle. Il n'y a pas beaucoup d'effets quantiques qui sont en jeu. Mais la raison d'être de pourquoi on existe, c'est à cause des technologies quantiques. Donc contrairement un peu à les technologies quantiques comme l'ordinateur quantique, les capteurs quantiques, les imageries quantiques, où on a une espèce d'idée de qu'est-ce qu'on peut faire si on réussit à développer à développer les bidules. Là, on va avoir un peu une idée. On est un peu dans l'incertitude. On sait qu'ils sont puissants. On a un peu une idée des applications, mais il y a encore beaucoup à découvrir et à tous les jours, on découvre de nouvelles applications. Tandis qu'en cybersécurité, c'est un peu le contraire. En cybersécurité, on sait exactement il est où le problème. On sait exactement quelles sont les solutions, mais c'est le contexte qui est un petit peu incertain. Donc, aujourd'hui, je vais passer une grande majorité de mon temps à parler du contexte de la cybersécurité à l'ère quantique. Et ensuite, si on veut rentrer un peu plus dans les détails de la science, de la technologie derrière les solutions, ça va me faire plaisir de répondre à des questions. Euh, sans plus tarder, juste pour faire une petite mise en contexte de tout. Donc, présentement, on est dans la course, c'est la course au quantique. Hein? Les technologies quantiques sont vraiment le sujet du jour en technologie, que ce soit l'ordinateur quantique, les capteurs quantiques, la crypto quantique. C'est vraiment la saveur du mois et de l'année. Il y a énormément d'investissements qui sont faits. C'est une course internationale où tu as eu des pays qui ont investi énormément d'argent. Le Canada étant un exemple où le Canada a investi énormément comparativement à sa grosseur ou à sa force dans la course technologique. La Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe entière. Donc, on parle ici de projet national et international de à qui va produire la plus grande, la plus grande industrie quantique pour être la prochaine ère de prospérité dans le futur. Maintenant, il y a aussi plusieurs compagnies, soit de grosses compagnies technologiques qui ont commencé à investir énormément dans la recherche quantique, ou soit des startups qu'on a vu apparaître dans les dernières années qui essaient de construire et de se faire un nom dans le domaine. Donc, pour dire que, pas plus que 10 ans, la recherche en technologie quantique était quand même relativement obscure. En fait, tout le monde dans le domaine, tout le monde académique dans le domaine, on se connaissait tout. En fait, c'est comme ça que je suis assez familier avec les chercheurs à l'Université de Sherbrooke. On est toute une petite, on était une petite communauté. On avance maintenant à 10 ans, c'est des dizaines, et des milliers et des dizaines de milliers de chercheurs partout dans le monde qui s'attaquent au quantique de différentes façons. Donc, c'est vraiment un sujet scientifique extrêmement intéressant, mais pas seulement un sujet scientifique, mais c'est un sujet technologique intéressant parce que c'est de la science fondamentale avec des applications qu'on sait déjà comment ils peuvent changer le monde. Donc, bien sûr, on entend souvent parler des applications positives.
des technologies quantiques, qu'on parle de la recherche sur le développement de nouveaux matériaux qui vont peut-être nous donner de la technologie électronique qui consomme moins d'électricité ou qui chauffe moins, qui nous permet de faire des choses plus vite, mieux, moins cher, que ce soit de créer des catalystes chimiques pour aider à la capture du dioxyde de carbone dans l'oxygène, ou pour faire des catalystes pour rendre certaines réactions chimiques plus efficaces, comme faire des engrais, par exemple, ou développer des médicaments sur mesure. On parle aussi de l'informatique quantique qui va pouvoir nous aider dans des trucs d'optimisation, le big data, l'apprentissage machine. Ça, c'est un exemple de ce que je disais, des applications possibles, ou du moins des applications qu'on espère où l'ordinateur quantique et autres technologies quantiques vont pouvoir nous aider. Donc, c'est vraiment une course à développer ces technologies quantiques-là parce qu'ils vont avoir un impact dans toutes les sphères de la société et ils peuvent créer de la richesse incroyable, un peu comme les technologies au silicone ont créé la richesse des 30 dernières années. Donc, il y a vraiment un gros impact à voir et à en devenir. Mais comme toute technologie puissante, il y a aussi un côté un peu moins bon, ou qu'on pourrait dire aussi un côté négatif à la chose. On peut toujours utiliser des technologies pour la bonne et la mauvaise chose. Donc, quand il vient de la technologie, de l'informatique quantique, on sait déjà un des gros impacts négatifs que ça va avoir. Et c'est un impact vraiment important, c'est que toute la sécurité et la cybersécurité que l'on utilise aujourd'hui va être complètement anéantie par l'ordinateur quantique. Et ici, ce que je veux dire par complètement anéanti, je ne veux pas dire que notre cybersécurité va être affaiblie, comme par exemple quand on a réussi à être capable de construire des algorithmes d'apprentissage machine, ou des algorithmes, ou quand on a commencé à travailler avec des neural networks, des réseaux à neurones, ou que là, ça l'a affaibli, la cybersécurité. Donc, on était capable de quand même réajuster la cybersécurité pour la rendre assez forte contre ces attaques-là. Mais quand vient l'ordinateur quantique, ça va complètement détruire la cybersécurité comme qu'on l'entend. Et ce que je veux dire par là, c'est que les algorithmes mathématiques, sur quoi se base la cybersécurité, c'est-à-dire les algorithmes à clé publique qu'on utilise quand on veut, par exemple, quand on utilise notre identité digitale pour, disons par exemple, faire un login sur Facebook ou aller voir ses emails, quand on surfe sur le web, quand on va aller voir notre compte bancaire, tout ça en arrière, dans le background, ça utilise des problèmes mathématiques extrêmement complexes pour assurer la sécurité de vos mots de passe ou de l'information qui est échangée. Mais le problème, c'est que ces problèmes mathématiques extrêmement complexes, ici, là, on parle d'une complexité du type que si on prenait les meilleurs algorithmes et qu'on les roulait sur les meilleurs ordinateurs, les plus gros ordinateurs qu'on a présentement, les ordinateurs traditionnels digitaux, ça prendrait environ plus qu'1 million d'années pour être capable de briser ou de déchiffrer la communication. Donc, c'est ça qu'on appelle une sécurité computationnelle. Ce n'est pas sécuritaire dans le sens qu'on serait techniquement ou théoriquement capable de déchiffrer l'information, mais c'est juste que ça prendrait un temps fou, de millions d'années, des centaines de millions d'années. Donc, c'est pour ça qu'on dit que notre cybersécurité aujourd'hui est computationnellement sécure. Cependant, l'arrivée de l'ordinateur quantique vient aussi avec deux types d'algorithmes qui ont été découverts dans les premiers temps de l'ordinateur quantique, qui est l'algorithme de Shor et l'algorithme de Grover. Et ces deux algorithmes-là nous donnent en fait la recette exacte pour déchiffrer tous les algorithmes à clé publique qu'on utilise aujourd'hui. Que vous avez peut-être entendu parler des algorithmes de RSA ou des algorithmes de courbe elliptique.
Donc, ces algorithmes-là sont basés sur deux problèmes mathématiques, soit le logarithmique discret et le problème de factorisation des nombres. Ces deux algorithmes-là, en fait, l'algorithme de Shor est capable de résoudre ces problèmes-là dans un temps polynomial. Et ce que je veux dire par ça, c'est que ça veut dire qu'on est capable, un ordinateur quantique assez fort ou assez gros serait capable de déchiffrer toutes ces encryptions-là en temps de secondes ou de minutes. Et là, je dois stresser, je dois vraiment mettre l'importance sur le fait que c'est pas quelque chose qu'on espère. C'est pas quelque chose qu'on dit que l'ordinateur quantique va être plus fort, donc peut-être qu'ils vont être capables de déchiffrer l'encryption. Non, non. On connaît exactement la recette. L'algorithme de Shor nous dit exactement comment déchiffrer toute la cybersécurité qu'on utilise sur Internet ou sur tout autre bidule connecté. Ça nous dit exactement la recette. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que avant, la cybersécurité basée sur la mathématique, en fait, était le côté le plus sécure de toute notre cybersécurité. Si on regarde la pyramide ici que j'ai, ça parle un peu de comment l'infrastructure fiable sur laquelle on est basé pour notre sécurité est fait. Donc, sur le dessus de la pyramide, c'est ce qu'on appelle le problème de l'utilisateur. En fait, en anglais, on appelle ça le idiot problem, le problème de l'idiot. Donc, tu peux avoir la meilleure cybersécurité ou la meilleure cryptographie possible, mais si tu as un utilisateur idiot qui utilise un mot de passe 1, 2, 3, 4, c'est pas sécuritaire du tout. Donc, souvent, les attaques, comme on entend parler, souvent qui est arrivé, par exemple, au Québec avec Desjardins ou qui est arrivé avec Target aux États-Unis, souvent, ça va être juste des mauvais mots de passe ou une intégration de la cryptographie qui a été mal faite. Et c'est là que les pirateurs ont été capables, que le piratage a été capable de prendre, de briser, de déchiffrer la crypto. En bas de la pyramide, c'est là que toute la mathématique est et que tout est basé dessus. Et la mathématique ou les problèmes mathématiques qu'on utilisait pour faire le cryptage ou le chiffrage, on ne les a jamais remis en question parce que même si on était capable de bâtir un ordinateur traditionnel, la grosseur du système solaire, il ne serait même pas capable de déchiffrer les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui. Mais là, le problème, c'est qu'avec l'ordinateur quantique, le maillon de la chaîne qui était le plus fort devient le plus faible. En fait, c'est même plus un maillon de la chaîne, on a brisé la chaîne. On va être capable de complètement déchiffrer les algorithmes qu'on a présentement dans toutes les sphères de la technologie. Donc, maintenant, une des questions que vous posez, c'est quand est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de recherche en ordinateur quantique, mais à quel moment on va avoir un ordinateur quantique assez gros pour briser le cryptage et le chiffrage dans notre cybersécurité? Donc, je vais faire un petit détour pour expliquer aux personnes qui seraient un peu moins au courant de l'évolution de la chronologie de l'ordinateur quantique que ce n'est pas tous les ordinateurs quantiques qui sont nés sur le même pied. Donc, il y a différents types d'ordinateurs quantiques qui peuvent faire différentes choses. Donc, ici, je les ai brisés un peu en 3 catégories différentes. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle un ordinateur quantique analogue. Un ordinateur quantique analogue, souvent, ça va être une machine quantique quelconque qui peut marcher sur un certain processus quantique, que ce soit des qubits de supraconducteurs, des spins, des photons, que ce soit en matière condensée, peu importe. Mais un ordinateur quantique analogue, ça va être une machine quantique capable de répliquer les propriétés quantiques d'un autre système qu'on essaie de comprendre. Donc, en fait, on parle ici de simulateurs quantiques qui souvent vont être capables de juste faire une seule chose. Donc, ici, j'ai pris une analogie d'avoir une boîte
c'est une boîte de tournevis. Tu sais, tu peux faire, il y a quelques différentes tailles de tournevis, mais tu peux vraiment juste faire une chose, c'est de visser et dévisser quelques vis. Ensuite, tu as l'ordinateur quantique qu'on appelle bruyant. Donc, un ordinateur quantique bruyant, c'est on a des qubits, donc des bits quantiques, qui ne sont pas très, très bons, qu'on n'est pas capable de contrôler très, très bien, mais on est quand même encore capable de faire quelques trucs computationnels qui peuvent nous aider, soit à faire de la simulation quantique, soit à faire de l'optimisation. Donc, l'ordinateur analogue et l'ordinateur bruyant, c'est un peu le domaine où on est aujourd'hui. Quand vous entendez, quand vous lisez des nouvelles que IBM ou Google ou Honeywell ou IonQ ont été capables d'implémenter un certain algorithme dans leur machine quantique, souvent, ça va être des algorithmes du type soit analogue ou des algorithmes sur ordinateur bruyant. Donc, pour un côté cybersécurité, ces deux types d'ordinateurs-là, on n'a pas à avoir peur d'eux autres du tout. Ils ne seront jamais capables de résoudre les problèmes pour briser la sécurité, la cybersécurité. Ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on appelle un ordinateur quantique universel. Et l'ordinateur quantique universel, c'est un peu le saint graal de la recherche en quantique. C'est l'ordinateur que l'on peut programmer, reprogrammer, résoudre un problème, ensuite résoudre un autre problème. Un peu comme votre ordinateur que vous avez à la maison, où que tu peux faire des emails, tu peux faire de la simulation scientifique, tu peux écouter des films, tu peux faire un peu de tout. Donc, c'est un peu comme une imprimante 3D où que tu peux programmer ce que tu veux et construire ce que tu veux. Donc, mais l'ordinateur quantique universel est énormément plus compliqué à construire qu'un ordinateur quantique analogue ou un ordinateur quantique bruyant. Donc, on parle que bien qu'on soit dans l'ère des ordinateurs quantiques bruyants, qui contient une vingtaine, cinquantaine, peut-être une centaine de qubits, peut-être 1000 qubits d'ici quelques années, un ordinateur quantique universel capable de briser la cybersécurité, on parle ici d'une machine qui va avoir des millions de qubits. Donc, on parle vraiment d'un autre niveau d'ordinateur quantique. Donc, bien sûr, on pourrait se reconforter en disant, bon, mais si l'ordinateur quantique capable de briser la cybersécurité va être compliqué à construire, peut-être que ce n'est pas un problème aujourd'hui. Donc, on pourrait commencer à demander, on demande au monde, aux professionnels, dans combien de temps vous pensez qu'on va avoir un ordinateur quantique assez puissant pour briser la cybersécurité qu'on a aujourd'hui? Donc, si on parle aux experts de cybersécurité, par exemple, la Commission européenne, ETSI, qui est un peu la European Telecommunication Standard Institute, donc je traduirais l'Institut des standards de télécommunications européens, ou NIST, qui est l'équivalent américain, qui est le National Institute of Standard and Technology. Eux, ils disent tout à peu près dans 10 ans. Tu as la Commission européenne qui est un peu plus agressive. Ils disent là, dans 10 ans, il y a des bonnes chances. Là, ils ne disent pas que c'est certain, mais il y a des chances qu'on ait un ordinateur quantique assez puissant pour peut-être briser la sécurité quantique qu'on utilise aujourd'hui. Et on peut demander aussi aux compagnies qui eux essayent de développer l'ordinateur quantique, eux aussi sont un peu dans les mêmes créneaux. Donc, tu as comme IBM et Google qui disent environ dans 10 ans, on pense avoir assez de qubits pour pouvoir briser la crypto. Tu en as qui sont un peu plus agressifs comme IonQ qui dit eux dans 5 ans ou Sci Quantum qui disent dans 5 ans, donc très, très agressif. Donc là, on pourrait dire on a en masse de temps, il y a encore 10 ans, on n'est pas pressé. Mais le problème avec la cryptographie, c'est qu'il y a des choses qui doivent rester secrètes ou qui doivent rester encryptées pour un très long moment. Je vais vous donner un exemple. Disons, par exemple, prenez votre dossier médical qui est encrypté quelque part au dossier, au ministère de la Santé ou à l'hôpital ou quelque part, mais votre dossier médical, il est présentement encrypté parce que c'est des données secrètes. Mais je suis pas mal sûr que vous espérez que votre dossier médical, que vos données médicales restent encryptées jusqu'à votre mort. Disons, dépendant de votre âge, entre 30 et 60 ans.
Mais là, moi, en tant que, disons, utilisateur de l'Internet, je pourrais techniquement enregistrer votre dossier médical qui est encrypté. Donc, pour moi, il me dit absolument rien. C'est tout, c'est de l'encryptage. Je n'ai pas l'ordinateur assez fort pour décrypter, donc, mais je suis quand même capable de l'enregistrer. Et si j'attends un ordinateur quantique, disons dans 10 ans, ben là, je vais être capable de le décrypter, votre dossier médical. Donc, c'est une attaque qu'on appelle Harvest and Decrypt. Donc, je suis capable d'enregistrer et décrypter plus tard. Donc, je pourrais faire l'argument déjà pour dire que votre dossier médical est déjà à risque. Parce que peut-être qu'il va y avoir du monde à quelque part qui ont été capables de l'enregistrer de manière encryptée. Et une fois avec la technologie quantique, on va être capable de le décrypter. Donc, aujourd'hui, même si l'ordinateur quantique ne viendrait pas avant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, votre dossier médical est à risque. On pourrait dire la même chose avec, par exemple, les infrastructures critiques qui sont connectées. On parle de barrages électriques, des éoliennes, des lignes de transfert, des compteurs. Je sais qu'au Québec, vous êtes rendu avec des compteurs intelligents qui sont capables de connecter avec la centrale. Donc, ces compteurs-là ou ces infrastructures critiques-là, de la manière qu'ils sont capables de faire le chiffrage ou l'encryptage de leurs données, ou même authentifier leurs données. Parce que quand que le compteur, par exemple, envoie des données au serveur central, il doit être capable de s'authentifier. Il doit être capable de dire « Je suis le compteur de Madame X et je suis capable de prouver que je suis le compteur de Madame X. » Ça, c'est de la cryptographie qui utilise ça. C'est la signature digitale qui nous permet de donner ça. Et pour faire ça, en fait, au temps de la manufacture de ce bidule-là, il y a eu une chose qui a été imprimée physiquement dans un fusible à l'intérieur du processeur qui fait qu'ils sont capables de faire des signatures digitales. Donc, les barrages, les compteurs qu'on déploie pour des dizaines d'années, des quinzaines d'années ou des vingtaines d'années, si ce compteur-là n'est pas déjà préparé contre une attaque quantique, ben, il est déjà menacé. À moins que plus tard, lorsque la menace quantique devienne réalité, on va chercher et changer tous les compteurs. Ce qui devient un travail, extrêmement dur, extrêmement long et extrêmement coûteux. Donc, les compteurs électriques, aujourd'hui, par exemple, ils sont vulnérables aux attaques quantiques qui vont arriver dans 10 ans, à moins qu'on les change toutes avant ça, ce qui est très prohibitif en termes de coût. Donc, je peux vous donner une panoplie d'exemples d'utilisation de cryptographie aujourd'hui qui sont déjà menacés par l'ordinateur quantique du futur, juste pour la seule et bonne raison que ces données-là doivent être protégées pour une certaine longueur d'année. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est dire, si on pense que l'ordinateur quantique va être là dans 10 ans, mais que l'information que j'essaie de protéger doit être protégée pour plus longtemps que 10 ans, c'est déjà menacé et il faut déjà aller trouver des solutions pour les protéger contre une attaque quantique. Donc, maintenant, on sait il est où le problème. On sait que le problème est déjà actuel, même si l'ordinateur quantique n'existe pas encore. Est-ce qu'on a des solutions? Bien, c'est ça un peu ça la beauté de la cybersécurité dans l'ère quantique, c'est que les solutions existent déjà. On les a déjà et ils viennent un peu en deux saveurs. Tu as ce qu'on appelle la cybersécurité computationnelle post-quantique et la distribution de clés, la distribution quantique de clés. C'est deux solutions pour faire un peu, c'est deux solutions pour résoudre le même problème, mais qui prennent deux approches complètement différentes. Donc, la sécurité computationnelle post-quantique, en fait, c'est un peu un recyclage de notre cybersécurité comme aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour faire notre distribution de clés ou pour faire nos signatures digitales, on utilise des problèmes mathématiques extrêmement durs à résoudre. Donc, j'ai parlé du problème mathématique comme de faire la factorisation des nombres et le problème mathématique des logarithmes discrets.
Donc, ces problèmes-là, on sait, sont inutiles contre une attaque quantique, sont complètement brisés. Donc, on s'est tourné vers d'autres types de problèmes mathématiques où que quand on les étudie versus une attaque quantique, du moins aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a de comment un ordinateur quantique marche et de toutes les hypothèses qu'on peut faire, on sait que même aussi puissant un ordinateur quantique peut être, ils ne seront pas capables de résoudre ces problèmes-là. Donc, présentement, il y a 5 types de problèmes qu'on sait qu'on est, on n'est pas capable de le prouver, mais on est extrêmement convaincu. Et quand je dis convaincu, je veux dire, on a des bases mathématiques pour se convaincre, pour dire que même un ordinateur quantique ne sera pas capable de résoudre ces problèmes-là. Donc, il y a 5 familles. Il y a des familles basées, il y a des signatures digitales basées sur des fonctions de hachage qui sont très bien reconnues. Les fonctions de hachage sont utilisées à tous les jours dans toutes les fonctions de cybersécurité aujourd'hui. Mais ces fonctions de hachage-là sont reconnues pour aussi être non déchiffrables par un ordinateur quantique. Il y a aussi des algorithmes basés sur les codes de correction d'erreurs, basés sur les grilles. Il y a des algorithmes à variables multivariées. Il y en a basés sur des zoogénies super singulières. Donc, c'est des mathématiques quand même assez exotiques, mais il y en a qui sont jeunes, comme par exemple la cryptographie basée sur les isogénies sont relativement jeunes. Ils ont été découvertes en 2009, donc ils ont à peine 10 ans. Tandis que la cryptographie basée sur les codes, eux, sont aussi vieilles que la cryptographie sur RSA. Donc, ils ont été développés dans les années 70, mais ils n'ont juste jamais été déployés pour des raisons d'efficacité ou des raisons de coût. Mais donc là, ils font resurface et non seulement on est convaincu qu'ils sont capables de protéger nos données contre une attaque quantique, ils sont aussi en cours d'évaluation pour devenir les prochains standards. Donc, ce n'est pas juste une proposition de quelques scientifiques. En fait, c'est une évaluation standardisée à la grandeur de la planète pour avoir quelques algorithmes où on peut remplacer la cybersécurité d'aujourd'hui avec celle de demain le plus rapidement possible. Donc, c'est en cours d'évaluation par l'Institut de standards américain, mais c'est vraiment un effort international. Et on espère les standards de sortir d'ici, on pense 2024-2025. Donc, d'ici 2 à 3 ans, on devrait être capable de commencer à déployer d'une manière standardisée les nouveaux algorithmes qui vont nous protéger contre les attaques quantiques du futur. Ça, c'est la solution mathématique. Et quand je dis que c'est un peu un recyclage de la cybersécurité d'aujourd'hui, c'est dans le genre que c'est un peu la même idée. C'est basé sur des clés publiques et clés privées. C'est basé sur les signatures digitales. En fait, l'idée derrière, l'infrastructure derrière ne changera pas vraiment. C'est juste la mathématique qui va changer. Mais ceci étant dit, déployer ces algorithmes-là vont être un travail qui va exiger plusieurs années parce que la cybersécurité est tellement partout, est tellement imprégnée dans toutes les sphères de la technologie que ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain. Et aussi, les nouvelles algorithmes qu'on a sont relativement différents des algorithmes RSA et des algorithmes de courbe électrique dans le sens qu'ils ont peut-être qu'ils ont des clés plus grandes ou des clés plus petites ou qui ont besoin de plus de mémoire ou qui ont besoin de processeurs plus rapides. Donc, il y a vraiment, c'est pas juste changer la mathématique comme telle que de revoir tout le déploiement de la cybersécurité. L'autre approche, qui est une approche vraiment plus quantique. Donc, on appelle ça la distribution quantique de clés. Souvent, ça va être appelé aussi la cryptographie quantique. Et ici, l'idée, c'est vraiment de arrêter d'utiliser des problèmes mathématiques compliqués pour faire le cryptage, mais d'utiliser, en fait, de prendre pour avantage les phénomènes quantiques pour
nous permettent d'échanger des clés de cryptographie entre deux parties. Et ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de la science comme telle, mais c'est en utilisant soit la superposition quantique ou le principe d'incertitude quantique ou l'intrication, non seulement on est capable d'échanger une clé secrète entre deux parties qui veulent s'échanger des données secrètes, mais on est capable d'échanger cette clé secrète-là telle que si une personne au milieu essaie d'interrompre la conversation ou essaie de décrypter en fait l'échange de clés, les lois de la mécanique quantique nous disent qu'une personne qui essaie d'écouter la conversation va être découverte automatiquement. Donc ici, on ne parle pas d'une sécurité computationnelle du type ça va prendre des millions d'années pour déchiffrer l'information secrète, mais on parle vraiment ici d'une sécurité inconditionnelle. Dans le genre que n'importe qui essaie de déchiffrer va être pris automatiquement. Donc, la mécanique quantique ici nous offre vraiment quelque chose d'intéressant qui était impossible à faire aujourd'hui, c'est-à-dire une méthode d'échanger l'information qui est inconditionnellement imbrisable ou inconditionnellement secrète. Donc, les deux solutions que je vous présente ici, c'est des solutions très matures. Donc, la cryptographie post-quantique, par exemple, c'est quelque chose, comme je disais, qui est déjà en train de se faire standardiser. Ils sont en pleine évaluation. Les algorithmes existent. Présentement, il y a on est rendu à 16 différents algorithmes dans la course. On a commencé à 83. Il y a eu 83 algorithmes qui ont été proposés. Après la première ronde, il y en a eu 63. Ensuite, la deuxième ronde, ils sont descendus à 27. On est rendu en troisième ronde, il en reste seulement 16. Puis la quatrième ronde va sûrement en choisir 3 ou 4 qui vont devenir les standards. La distribution quantique de clés, c'est déjà un produit commercial. C'est un produit que vous pouvez acheter, qui est encore très dispendieux, qui est encore très prototype, mais il y a environ une quinzaine de compagnies déjà qui vendent des prototypes de distribution de clés quantiques. Il y a des banques et des gouvernements qui l'utilisent déjà pour faire des transferts de données. Et souvent, les deux solutions sont mises en compétition. Mais d'après moi, personnellement, je vois plus ça comme c'est plus deux solutions qui sont complémentaires que compétitives parce qu'ils répondent à des différents besoins. Par exemple, si vous êtes vraiment dans la business d'échanger de l'information extrêmement secrète, que ce soit de l'intelligence gouvernementale, que ce soit des secrets corporatifs, que vous voulez vraiment que ça soit le plus secret possible, la distribution de clés quantiques, c'est votre meilleure approche parce que c'est une sécurité inconditionnelle. D'un autre côté, la distribution de clés quantiques, vous avez besoin de construire un réseau quantique. Donc, c'est un coût extrêmement élevé. Vous avez besoin de mettre vos propres lignes de fibre optique. Vous avez besoin de différents détecteurs, de différentes sources. Donc, vous êtes en train de complètement construire un nouveau réseau quantique avec des nouveaux matériaux. Et aussi, c'est extrêmement lent, pour l'instant, parce que la technologie ne nous permet pas de faire un débit de données à très haute vitesse. Comparativement, la cryptographie post-quantique, c'est une sécurité computationnelle, donc ce n'est pas une sécurité absolue, mais c'est une sécurité aussi bonne de qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui que la sécurité qu'on a aujourd'hui. On peut réutiliser, en fait, on n'a pas besoin de nouveaux types de matériaux, de nouvelles infrastructures, parce qu'on peut utiliser l'Internet. C'est vraiment juste une différente manière d'encrypter mathématiquement les données. La vitesse est extrêmement rapide, c'est aussi rapide que votre connexion Internet. Aucune limitation de distance, tandis que la distribution de clés quantiques, vous êtes limité à environ 200 km. Donc, on ne peut pas vraiment faire une communication quantique entre, disons, Montréal et Londres, en Angleterre. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais parler aujourd'hui. Peut-être en finissant, je vais dire quelques mots rapidement sur la compagnie avec laquelle je travaille. On a une compagnie qui s'appelle Icera
Corporation. On est basé à Waterloo, en Ontario, une petite ville où que le quantique est vraiment une grosse part de la ville. On existe depuis environ 6 ans. On est 45 employés. Et nous, on se concentre vraiment sur la cryptographie post-quantique. Donc, on focus sur implémenter et déployer les algorithmes mathématiques qui sont sécures contre les attaques quantiques, mais on développe aussi une panoplie de produits qui aident les compagnies de passer à la crypto d'aujourd'hui à la crypto post-quantique. Parce que, comme je disais, ce n'est pas juste une switch qu'on flippe du jour au lendemain, c'est vraiment un travail c'est un travail quand même assez compliqué. Je vais vous dire, par exemple, un exemple que j'aime bien donner, c'est que la dernière fois que le gouvernement canadien a eu besoin de changer un des algorithmes qu'ils utilisaient dans leur réseau, ça a pris 17 ans à passer de l'algorithme. C'est en fait, c'est une fonction de hash. Passer de SHA-1 à SHA-2, ça leur a pris 17 ans. Puis là, ici, c'est pas parce que je suis cynique envers le gouvernement du Canada. En fait, si je fais par comparaison, le gouvernement américain, ils n'ont même pas encore terminé. Donc, au moins, on a la fierté au Canada que même si ça a pris 17 ans, on a fini la job. Les États-Unis sont encore en train de la faire. Donc ici, là, on parlait de 17 ans pour changer un algorithme. Donc, changer une famille d'algorithmes au complet, on s'entend que ça va être un travail quand même assez complexe. Donc, c'est un peu ça qu'on fait à notre compagnie. On développe non seulement les algorithmes, on implémente les algorithmes, mais on développe aussi les technologies qui vont aider à faire la migration. Et finalement, peut-être un petit mot de la ville sur la ville de Waterloo. Waterloo est ce qu'on appelle la vallée quantique canadienne, qui est vraiment un gros effort très centralisé sur les technologies quantiques, de la recherche académique jusqu'au déploiement de compagnies et de fonds à capital à risque. Donc, présentement, à Waterloo, il y a eu un investissement de au-dessus de 1,5 milliard de dollars spécifiquement en recherche quantique, comme je disais, pour la recherche académique très fondamentale, mais aussi au déploiement de technologies pratiques et viables. Donc, je vais terminer ici pour l'instant et j'aimerais bien continuer la discussion à répondre à des questions. Merci. Oui, hey, merci beaucoup, Martin. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. Donc, ben, si tu veux, effectivement, je pourrais peut-être commencer par te poser quelques questions. Puis si éventuellement les gens qui écoutent ont des questions, là, je n'y pas pour les ajouter dans le chat. Mais écoute, je commencerai tout de suite par te demander, peux-tu peut-être me distinguer la différence entre, parce que là, si je comprends bien, il y a comme deux niveaux là, dans développer des algorithmes post-quantiques puis les mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect public quand on dit Internet aujourd'hui utilise du RSA, donc c'est comme ça que c'est encrypté. Puis bon, tu nous parlais des développements de nouveaux standards pour être capable d'avoir donc un Internet qui est plus sécure. Comment est-ce que tu peux me le décrire entre la partie, je veux dire, publique, puis une entreprise qui dit, ben moi, mes données, je veux effectivement les rendre sécuritaires, les rendre sécures. Donc, comment est-ce que les deux avancent en parallèle? Ben, en fait, je te dirais, les deux sont la même chose. La même chose dans le sens que tout va par les standards. Hein? Quand on parle de sécurité, disons, par exemple, hein, disons, je disais, regarde, moi, je vends un algorithme de sécurité. Je m'appelle Martin Laforêt. Je viens d'inventer un algorithme qui est imbrisable. Fais-moi confiance, donne-moi 100 000 $ et utilise-le. Pourquoi tu me ferais confiance à moi? Tu sais, moi, je suis juste une personne qui a inventé un algorithme. Peut-être qu'il y a un backdoor dessus. Peut-être que je suis vraiment un mauvais mathématicien et que qu'est-ce que je pense est sécure, mais en fait, il ne l'est pas. Donc, le côté standard est extrêmement important. Donc, quand un algorithme devient standard, ça veut dire qu'on a la communauté mondiale de cryptographeurs, de cryptologie ont garoché tout ce qu'ils pouvaient en termes de crypto-analyse pour dire, OK, là, on a essayé de briser cet algorithme-là, puis on n'a pas été capable. Donc, on est confiant que c'est un algorithme solide, qu'il n'est pas brisable. Donc, le standard, ça veut dire, c'est un étampe. Hein? C'est un étampe pour dire qu'on approuve. Donc, quand on parle de l'Internet ou quand on parle
des gouvernements ou de l'armée ou de l'entreprise. N'importe qui, le moindrement à ses affaires, va se baser sur des standards pour faire l'information. Parce qu'il n'y aura rien de plus sécure qu'un standard, parce que tout le monde a garoché tout ce qu'ils peuvent. En fait, tu as eu la communauté globale pour dire ça, c'est sécuritaire. Comparativement à dire, ben moi, j'ai une équipe de 4 personnes que les autres pensent que c'est sécuritaire. Tu sais, c'est pas aussi fiable. Donc, je vais juste prendre un exemple. Justin, tu es à l'Université de Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke a son intranet. Donc, quand tu te connectes à ton serveur, souvent, tu vas te connecter avec un SSH ou peut-être un TLS avec ton furteur. En dessous de ça, ça va utiliser des algorithmes. Ça va soit être RSA 1000, RSA 2000, RSA 4000. Ça, le 1000, 2000, 4000, c'est la longueur de la clé. Donc, c'est la complexité du problème. Mais ton téléphone cellulaire va utiliser des courbes elliptiques parce que c'est un peu plus compact. Mais, tu sais, quand tu te connectes sur Google, ça va être RSA 2000. Quand l'armée, eux autres sont un peu plus peureux, donc ils vont prendre un RSA 4000. Donc, du moins, à ce qu'on sache aujourd'hui dans le public, c'est utiliser des algorithmes qui sont standardisés. Donc, tous les furteurs, toutes les banques utilisent l'algorithme standardisé. Des fois, les gouvernements ou l'armée ils n'inventeront pas leur propre algorithme, tel que peut-être ils vont prendre des paramètres de l'algorithme secret. Mais comme on dit, que tu aies des paramètres secrets d'un RSA, RSA, c'est basé sur la factorisation. La factorisation, c'est brisé par l'ordinateur quantique. Donc, tout ce qui est factorisation, tout ce qui est RSA est brisé. Donc, en fait, il n'y en a pas vraiment de différence entre le public et le privé. Pardonnez mon expression, on est tous dans la merde, grosso modo. on a tous un problème. Et en fait, ceux-là qui vont s'en sortir le mieux, ça va être ceux qui vont être prêts lorsque l'ordinateur quantique va être là. Parce qu'encore une fois, là, je ne dis pas que tout le monde est en danger. Okay? J'ai fait des exemples comme des données qui doivent être secrètes à longue date. Ça, c'est en danger. Tout appareil connecté qui vont être déployés pour plus que 10 ans sont en danger parce qu'il va falloir les changer parce qu'il y a une pièce physique, il y a un fusible qui a une clé dedans. Donc, ça va besoin de changer. Mais si on parle, par exemple, de votre carte de crédit, tu sais, ta carte de crédit n'est pas nécessairement en danger parce que, en moins de 5 ans, tu vas en avoir une nouvelle. Ou, si, disons, là, quelqu'un annonce demain, j'ai un ordinateur quantique, j'ai accès à toutes les cartes de crédit, ça ne prendra pas beaucoup de temps à votre banque à envoyer des cartes de crédit à tous leurs clients. Tu sais, ça, c'est rapide, on n'a pas besoin de s'en faire tout de suite. Mais les infrastructures critiques qui sont déployées pendant 40 ans, les voitures qui sont déployées pendant 15 ans, les données secrètes ou les données encryptées qu'on veut garder secrètes pendant plus que 10 ans, ça, c'est sécuritaire. Mais disons aujourd'hui, là, si votre furteur n'est pas à jour et que vous allez voir vos emails, c'est pas très, très en danger. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on n'essaie pas de créer une panique. C'est pas vrai pour dire qu'on est tous dans la merde dans toutes les sphères de la société. Mais il y a quand même des points assez importants. Et une des choses, une qu'on essaye énormément d'utiliser, c'est la voiture connectée. Aujourd'hui, de plus en plus de voitures sont connectées. Tesla est un exemple. Tu sais, Tesla là, est connecté de la roue jusqu'au moteur. Ils sont capables de faire un full stack update juste par radio-télécommunication. Puis pour faire ça, ben, ça prend une sécurité qui est à l'intérieur de la voiture. Donc, par exemple, Tesla, si quelqu'un a une Tesla aujourd'hui, une voiture connectée aujourd'hui, dans 12 ans, il va falloir qu'il ferme la connexion. Parce que sinon, moi, je vais être capable de prendre le contrôle des voitures. Parce qu'en ayant un ordinateur quantique, je vais être capable de prétendre être Tesla. Je vais être capable d'envoyer des mises à jour de logiciels à voiture qui prennent le contrôle. Donc, c'est ça un peu le danger. C'est pour les choses à longue vie qui sont connectées.
s'ils sont encore connectés dans l'air quantique, il va falloir les turner off. Parce que là, ça va devenir vraiment dangereux. Wow, OK. C'est bon. Écoute, laisse-moi changer un peu de direction pour la prochaine question. Euh, Bon, tu disais tantôt que ça prendrait des millions de qubits pour un ordinateur quantique là, pour être capable de casser les codes RSA d'aujourd'hui. Bon, quand on regarde ça aujourd'hui, les machines ont quoi? 65, ont une centaine de qubits à peu près. Puis c'est des qubits qui sont imparfaits. Tu le disais Ouais. tantôt, là, on est dans l'ère des qubits bruyants. Puis souvent, ce qu'on entend dire, c'est bon, ça prendrait à peu près 1000 qubits bruyants pour l'équivalent d'un qubit parfait. Ouais. Peux-tu me dire, est-ce que tu parlais tantôt de millions de qubits parfaits ou tu parlais de millions de qubits bruyants? Là, parce qu'il y a quand même une différence de 1000 dans l'échelle, Ouais, dans ouais. l'ordre de grandeur ici. Là. Ouais, très bonne question, Justin. Oui, oui, là, je parlais de 1 million de qubits bruyants. Donc, OK. ouais, pour expliquer vraiment rapidement à quoi tu fais allusion. Donc, oui, c'est vrai. Présentement, nos qubits, on en a, je pense, le plus gros nombre, c'est à peu près une centaine, 53, je pense, qui est le nombre officiel de IBM. Donc, c'est des qubits bruyants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaits, c'est-à-dire qu'on peut juste faire quelques opérations dessus, puis à un moment donné, tout est bruyant, on n'a plus rien. Mais une beauté de la mécanique quantique et de l'informatique quantique, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle le code d'erreur quantique. Ça, c'est vraiment puissant. C'est une manière qui dit, si tu me donnes plusieurs qubits mauvais, je suis capable de faire comme des travailler ensemble pour que plusieurs qubits mauvais me donnent un qubit meilleur. Ce qui est vraiment contre-intuitif. Mais ça marche. On a été capable de le faire en laboratoire. On sait que ça marche. Donc, comme tu disais, aujourd'hui, grosso modo, nos meilleures estimations, c'est que ça va prendre 1000 qubits tout croche pour me donner un bon qubit. Puis, pour nous, pour briser, disons, le RSA, pour briser le RSA, ça va prendre, disons, un RSA 2000, ça va prendre 4000 qubits parfaits, donc 4 millions. Non, c'est pas vrai, excuse. Ça va prendre 12 000 qubits parfaits, donc 12 millions. Les courbes elliptiques sont un peu plus en danger. Si j'ai une courbe elliptique à 128, avec une clé de 128 bits, ça va me prendre environ 1000 qubits parfaits, donc 1 million de qubits imparfaits. Donc, c'est ça. Là, je faisais référence aux qubits imparfaits. Puis là, tu sais, là, on est loin de ça. Là, on est à 53. Mais d'un autre côté, si je mets un peu mon chapeau d'ancien physicien expérimental en qubits, faire un qubit, c'est tough. Faire 2 qubits, c'est extrêmement tough. En faire 10, c'est quasiment impossible. Mais après ça, c'est pas nécessairement compliqué. T'sais, une fois qu'on va en avoir 1000, qu'on va avoir résoudre tous les problèmes pour grossir jusqu'à 1000, après ça, c'est vraiment. Je simplifie les choses énormément. Là. Mais une fois que tu es rendu à 1000, pas mal tous les problèmes scientifiques sont réglés, puis ça devient un problème juste d'en faire plus, d'en imprimer plus, d'avoir plus de lignes micro-ondes, d'avoir plus de générateurs micro-ondes. Donc, ça devient plus un problème d'ingénierie. Donc, une fois qu'on va être rendu à 1000, 2000, grimper ça à 1 million, ça devrait pas être. Je veux dire, une fois rendu à 1000, d'après moi, le 1 million, il n'est pas trop loin. Fait que si je fais la comparaison, c'est le premier million de dollars qui est difficile à faire. Après ça, c'est plus facile. Tu me dis que c'est le premier 1000 qubits parfait qui est Ouais, difficile à ouais, faire. Là. ouais, grosso. Ben, OK. Le premier 1000 qubits imparfaits. Après ça, prendre d'en faire 1 million de qubits imparfaits, ça va être relativement correct. Mais là, prendre 1 million de qubits parfaits et les faire se comporter comme 1000 qubits excuse. Prendre 1 million de qubits imparfaits et les faire comporter comme 1000 qubits parfaits, ça va être une autre couche assez compliquée parce que les algorithmes derrière ça sont vraiment sont pas faciles. Il y a beaucoup d'implémentation. Il va y avoir beaucoup de contrôle à faire. Mais disons que les gros obstacles scientifiques, je pense, et technologiques vont avoir été surpassés, je te dirais. OK, puis dis-moi, écoute, on a une question dans le chat là, qui demande qu'est-ce que c'est le risque qu'un premier ordinateur quantique assez gros pour casser la crypto actuelle soit gardé secret pour essayer de voler le plus de choses possible. Puis j'aurais le goût de rajouter aussi, évidemment, avec en tête que certains pays qui sont peut-être dans la course justement là, aux ordinateurs quantiques qui ont peut-être un intérêt malveillant justement là, qui pourraient vouloir
aller faire du vol de données. Donc, comment est-ce que tu pourrais nous expliquer ça là, de ce côté-là? Ouais, ouais, ça, c'est une question qui revient de plus en plus parce que c'est vrai que c'est un gros enjeu. Euh, c'est un gros enjeu politique, en fait. Hein, tu as les grosses puissances internationales, la Russie, la Chine, les États-Unis qui mettent énormément d'argent. Mais d'un côté, ce que je trouve intéressant, c'est que la plupart de ces pays-là ont dit très clairement que nous, on approche la, la technologie quantique pour les bienfaits. Aussi, un autre avantage, c'est que la solution au problème de la cybersécurité quantique existe. Donc, si on déploie les nouvelles algorithmes de crypto, ben, la question ne se posera plus. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, l'ordinateur quantique, c'est comme un gros marteau. Puis là, on a une maison, on a un mur en papier, mais on a de la brique. Fait que si on est capable de construire le mur en brique avant que le marteau soit trop fort, ben là, la question ne se pose plus. Les problèmes négatifs sont déjà résolus. Puis, je pense que tous les pays ont un peu ça en tête. Disons, la Russie, la Chine, les États-Unis, bon, c'est sûr que toujours le mot officiel du gouvernement et le mot officieux du gouvernement sont toujours différents. Mais une des beautés, c'est que les recherches gouvernementales sont encore très ouvertes. Si on prend aux États-Unis, par exemple, je vais prendre un bon exemple. Je pense que c'était en 2013-2014, le Times, le magazine Times, il avait fait la page première avec Snowden. Puis là, il disait, le Snowden, il venait de Edward Snowden, qui venait de déclarer qu'il savait que la NSA travaillait sur l'ordinateur quantique, qu'il essayait de bâtir un ordinateur quantique qui était capable de briser toute la crypto. Puis là, tout le monde parlait de ça. T'sais. N'importe qui était dans la communauté de l'informatique quantique s'est viré les yeux dans les airs. C'était la plus grosse non-nouvelle jamais faite parce que la NSA a toujours été. La recherche que la NSA faisait, c'était à financer des chercheurs universitaires pour faire de la recherche. L'université de Waterloo avait de l'argent de la NSA ouvert. Il n'y avait rien de secret là-dedans. Ça ne me surprendrait même pas qu'il y avait du monde à ton université qui était financé. C'était extrêmement ouvert. Parce que la NSA, eux, ils ont dit, nous, on sait que l'ordinateur quantique peut briser la crypto. On ne veut pas ça. Donc, on va faire la recherche dans l'ouvert. Puis, on va mettre les dispositifs pour contrer ça dans l'ouvert aussi. Donc, oui, il y a peut-être de la recherche secrète, mais la plupart est ouverte maintenant. Et aussi, en ayant la solution, ça va aider à garder la recherche ouverte et disponible pour tout le monde. Puis en fait, juste pour te donner un exemple personnel, moi, c'est la raison qui me fait sortir un peu du champ de l'ordinateur quantique pour aller dans une compagnie qui travaille sur la crypto quantique. Parce que moi, je crois tellement aux bénéfices positifs de la crypto quantique qu'il faut s'assurer que ça soit juste positif. Donc, il faut être sûr de déployer les dispositifs de sécurité pour que le négatif ne soit plus dans l'équation. Donc, c'est vraiment la raison pourquoi j'ai décidé d'aller travailler en crypto. Pas parce que j'étais un cryptographe, je ne connais rien. Ben, là, j'en connais un peu. Je ne connaissais pas grand-chose en cryptographie. Mais c'était un peu un appel que je m'étais dit. Si je peux aller au moins aider à faire sortir les dispositifs, donc je vais avoir fait ma job. Ah ben écoute, merci bien. Une autre question qui vient du chat. Dis-moi, tu nous disais, OK, distribution de clés quantiques, on le sait instantanément s'il y a quelqu'un qui nous espionne et puis qui essaie d'intercepter le message. La question, c'est la suivante. Si jamais il y a quelqu'un qui décide d'intercepter le message, mais pour l'enregistrer seulement, pour le décrypter plus tard, est-ce qu'on est quand même capable d'être assuré que la distribution de clés quantiques va avoir été sécure? Oui, oui. Non, ça, c'est une très bonne question. Puis ça, c'est une question qui arrive directement parce que j'ai tourné les coins ronds puis mis une couple de choses dans le dessus du tapis. Parce qu'en fait, quand on fait une distribution quantique de clés, distribution quantique de clés. Donc, la seule chose qu'on fait avec le quantique, c'est pour distribuer la clé qu'on va utiliser pour faire l'encryptage. Donc, cette connexion-là, il n'y a aucune information qui est échangée.
C'est tout simplement pour établir une clé aléatoire entre Alice et Bob, point A et point B. Donc, même si un observateur, de un, pour répondre à la question, l'observateur ne peut pas copier l'échange parce que en mécanique quantique, il y a quelque chose qui s'appelle le théorème de non-clonage. Donc, c'est fondamentalement dans la nature, si j'ai un qubit avec un état quantique inconnu, c'est impossible de le copier. Tu ne peux pas cloner un état quantique dans sur un autre dispositif quantique sans détruire le premier. Ça, c'est une loi fondamentale de la nature. Donc, ça répond à la question. Tu ne peux pas copier l'échange qui est quantique. À moins que tu trouves une machine qui brise les lois de la nature, ça va te donner un prix Nobel, qui est pas mal mieux que de trouver de l'information sur une carte de crédit. De un, c'est ça. Et de deux, l'important, c'est que le côté quantique, c'est pas pour échanger l'information, c'est pour générer la clé. Mais là, la distribution de clés quantiques, ça va t'assurer que la clé qui a été échangée est pure, secrète entre les deux parties. Et une fois que cette clé-là est établie d'une manière certaine, là, on l'utilise pour faire l'échange d'informations utilisant la cryptographie symétrique normale, qui est aussi la cryptographie symétrique, comme AES, par exemple, que celle-là est l'ordinateur quantique ne peut pas briser une cryptographie symétrique. Donc, c'est ça l'important. C'est qu'on n'échange pas l'information, on fait juste générer la clé. OK. Puis là, dans le fond, on a une autre question qui est, est-ce que dans la crypto post-quantique, on peut avoir une garantie que ça ne sera jamais hacké par un ordinateur quantique ou en réalité, est-ce qu'il y a juste le QKD, là, la distribution quantique de clés, qui permet d'être assuré à 100% que notre crypto est sécure? Oui. Bon, je vais répondre à la deuxième question. Est-ce qu'il y a seulement la distribution de clés quantiques qui nous assure une sécurité parfaite? Bon, de un, il faudrait aussi rajouter qu'en théorie, la distribution quantique de clés est 100% sécure. Mais en pratique, si tes détecteurs sont tout croche et font un bruit différemment, s'ils enregistrent un 0 ou un 1, c'est pas sécure. Donc, il faut aussi que l'implémentation soit sécure. Donc, sur papier, c'est 100% sécurité inconditionnelle. En pratique, en fait, il y a du monde qui ont été capables de hacker des systèmes de sécurité de distribution de clés quantiques. Donc, ça, c'est une autre couche. Pour répondre à la première question, est-ce qu'on a une assurance que les algorithmes post-quantiques sont sécures? Malheureusement, non. Et ce que je veux dire par ça, c'est que mathématiquement parlant, on n'a pas encore de preuves que les cinq domaines mathématiques que j'ai parlé, on n'a pas de preuves formelles comme de quoi qui sont absolument non résolvables par un ordinateur quantique. Mais je pourrais dire en même temps, c'est la même chose avec RSA. RSA qui est basé sur la factorisation de chiffres. On n'a pas de preuve formelle que c'est impossible de factoriser un chiffre facilement avec un ordinateur quantique. C'est comment on appelle ça? Pas un théorème, mais c'est quelque chose qu'on croit fort basé sur nos connaissances mathématiques. C'est une conjecture mathématique. Donc, RSA étant imbrisable, ce n'est pas une preuve formelle, mais c'est une conjecture. C'est un peu la même chose avec les cinq familles de mathématiques. C'est-à-dire, on sait comment que l'ordinateur quantique marche, on connaît les règles de base. Puis en essayant tout ce qu'on peut, tout ce qu'on connaît, tous les algorithmes quantiques qu'on a connus, toutes les méthodologies quantiques, on n'a pas été capable de simplifier ces mathématiques-là. Donc, c'est plus une assurance, c'est plus une conjecture qu'une preuve formelle. Donc, c'est un peu là que quelqu'un pourrait dire, ben, tu sais, moi, la conjecture, c'est pas assez fort pour moi, fait que je vais utiliser la distribution de clés quantiques à la place. Donc, c'est un peu là que ça ajoute. Je ne vous dirais pas que oui, c'est sûr, je mentirais, mais on a une confiance quand même très, très, très élevée.
C'est bon. Puis écoute, dernière petite question pour la fin. Dis-moi, quelqu'un qui a un doctorat en physique de la matière condensée, par exemple, qui voudrait se lancer en crypto quantique, qu'est-ce que ça serait des formations ou prochaines études à faire là, pour pouvoir se réorienter ou orienter sa carrière là, Ouais. du côté de la crypto? Ben, la beauté de la crypto quantique, c'est que la science de base de comment ça marche est extrêmement simple. En fait, moi, quand je travaillais encore à l'Institut d'informatique quantique, j'étais capable d'expliquer la science derrière l'information quantique à du monde de secondaire 5. La science est extrêmement facile. Donc, c'est plus sur travailler de comment l'implémenter. Et l'implémenter, c'est on a besoin de sources de photons uniques. Donc, si la personne veut travailler en source de photons uniques, on parle des boîtes quantiques, des points quantiques, des nanophiles, soit des lasers fermes ou les détecteurs quantiques. Souvent, vont être basés sur des supraconducteurs à basse température. Donc, tout ce qui est en fait, si tu veux travailler en crypto quantique, ça va être souvent dans l'implémentation, puis on va parler de supraconducteurs, semi-conducteurs, source de photons uniques, détecteur de photons uniques dans ces types-là. Parfait. Écoute, Martin, déjà, on est rendu à notre heure. Écoute, un grand merci. Ça a été fascinant de suivre avec toi là où on est rendu, la science, la technologie là, en cryptographie post-quantique. Écoute, un grand merci. Puis, ben, on remet ça une prochaine fois. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir. C'était très le fun. Merci. Au revoir tout le monde. Si vous êtes intéressé à recevoir des nouvelles de Curieux Quantique, toujours, on a mis là, le lien dans le chat. Donc, vous pouvez aller vous inscrire, vous assurer de recevoir les prochaines annonces pour les webinaires. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée tout le monde.